Le journal Afrique, TV5 Monde avec ce soir au sommaire, une ville fantôme. La population en RDC n'a pas bravé l'interdit à Kinshasa. L'appel à la mobilisation anti-Kabila n'a donc pas fait le plein. L'opposant Francis Kalombo est sur ce plateau pour commenter cette journée particulière. L'état d'urgence à nouveau en Égypte après le double attentat perpétré contre des églises coptes ce dimanche. 45 morts et la volonté manifeste de l'organisation État islamique d'appuyer sur les clivages confessionnels du pays. Et puis la chronique sport du lundi, on parlera marathon, solidarité et des hauts plateaux de l'Éthiopie. Nicolas Georges reçoit en fin d'édition Yosi Goasdoué, le champion de France 2015 de semi-marathon. À tout à l'heure. Et bonsoir à tous depuis Paris. Le boomerang est rude ce soir pour l'opposition de l'UDPS en RDC. La mobilisation qu'elle souhaitait muscler à Kinshasa contre la présidence de Joseph Kabila n'a pas fait le plein. Loin de là, le président contesté semble plus que jamais avoir les cartes en main. On va en parler dans un instant en plateau avec notre invité. Mais d'abord, retour sur cette journée avec Darik Aling-Lopi, Emmanuel Marty sur des images de Francine Mokoko. Une ville qui tourne au ralenti. Kinshasa aujourd'hui était loin de son effervescence habituelle. L'UDPS avait appelé à une marche ce lundi contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Mais ils sont peu à avoir bravé l'interdiction de tout rassemblement ordonné par le pouvoir. Il n'est pas question qu'un citoyen ou un groupe de citoyens puisse troubler le déroulement normal des activités de la cité pour des manifestations anarchiques. Vous le savez que c'est un jour de travail et obligation est faite à tous les citoyens de contribuer à l'émergence de la République en vaquant normalement à ses occupations. La marche qui devait avoir lieu s'est donc transformée en opération ville morte. Pas de transport et une activité quasi nulle. Partout dans Kinshasa, militaires et policiers ont effectué des patrouilles, comme ici, en plein cœur de la capitale. À coups de gaz lacrymogène, des rassemblements ont été dispersés. Et le bras de fer entre le pouvoir et une partie de l'opposition s'est donc déroulé à distance ce lundi. Nous avons vu tous ceux qu'ils ont déployés comme militaires, comme policiers, tous ceux qu'ils ont déployés dans les rues de Kinshasa et partout. Nous avons changé de stratégie et nous avons fait des marches parcellaires, c'est-à-dire des groupes d'individus. Là où vous êtes, vous marchez et on a donné du fil à retordre à la police et aux militaires. Des rassemblements ont également eu lieu dans le sud-est du pays où les forces de l'ordre se sont déployées en masse. Et déjà, de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour les prochains jours. Bonsoir Francis Kalombo. Bonsoir. Vous êtes parlementaire congolais en exil, un ancien proche de Kabila. Vous vous définissez comme un député frondeur du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. On l'a vu dans ce reportage, peu de gens ont vraiment bravé l'interdiction de manifester. C'est un échec, les gens. Le peu de mobilisation, cette marche qui ne mobilise pas. Pas peu de gens, au contraire. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement venait d'annoncer tout à l'heure qu'ils ont lancé un appel pour que les gens puissent vaquer à leur occupation. Dans l'entretemps, votre reportage montre exactement que le magasin était fermé. Tout était fermé. Moi, je pense que c'est... Il y a ces occupations si les magasins sont fermés. Ben alors, donc il faut poser la question au porte-parole du gouvernement, de la majorité présidentielle. Moi, je crois que c'est une réussite totale. Le moment est venu de féliciter quand même le peuple congolais. Total, le peuple congolais dans son ensemble a montré que ce pouvoir aujourd'hui n'a pas le soutien de la population. Tout simplement parce que s'ils avaient des militants, s'ils avaient encore un soutien, eh ben je crois qu'aujourd'hui les gens allaient sortir. Vous avez vu les bus passer vides et l'armée était là. Regardez, les bus sont vides. Personne n'est monté dans ces bus pour aller travailler. C'est-à-dire que la population dans son ensemble a boudé ce pouvoir, il en a marre. Elle a boudé ou elle en a eu peur? Non, pas vrai. Vous savez, la question, c'était pas d'avoir peur. Nous, stratégiquement parlant, je crois que le rassemblement dans son ensemble a trouvé une autre stratégie. Ne pas envoyer les fils et les filles de la République démocratique du Congo à être tués dans la rue. Donc, maintenant, nous avons besoin d'une armée, nous avons besoin de la police. Mais là où on tue, on ne le voit pas à Beni, on ne le voit pas à Kananga, on ne le voit pas là où on a besoin. L'armée est là pour sécuriser les frontières et la police pour sécuriser la population. Or, aujourd'hui, l'armée et la police est là pour sécuriser le pouvoir d'une seule personne au détriment de la population. Voilà pourquoi on déplore cet état des choses. Mais la population aussi a vomi ce pouvoir. Voilà pourquoi la population a préféré rester et manifester dans les rues, dans les quartiers où l'armée et la police Kalombo, c'était une manifestation, une mobilisation ou une manifestation de boycott?
Mais c'est une manifestation de boycott, puisque les gens devaient marcher, on a mis l'armée et la police. Allions-nous être des irresponsables et les envoyer à aller mourir? Non, nous nous sommes dit, voilà, il faut qu'ils restent, qu'ils manifestent dans les quartiers, dans les rues. Vous avez vous-même vu que la police s'est déplacée dans des rues pour aller chercher les gens dans les rues. Et ici, l'occasion de féliciter quand même l'honorable Kyungu qui a bradé, qui a marché. Et les femmes qui ont été arrêtées au Katanga, à Bukavu, à Goma, surtout les jeunes ont bravé cet interdit et ils ont affronté la police. Et à Bukavu, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et je crois qu'aujourd'hui, nous disons coup de chapeau au peuple congolais qui ont démontré qu'ils veulent plus de ces pouvoirs. Quelle est selon vous la responsabilité finalement de l'UDPS dans la tournure que prend les événements aujourd'hui? On a vu les derniers leviers, on a vu notamment la nomination de Bruno Tshibala. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'UDPS. Non, Bruno Tshibala, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'UDPS, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Voilà un monsieur, un non-élu qui a échoué aux élections. Et on fait de lui un premier ministre. Nous sommes dans quel pays? Vous savez... c'est une gifle? Pour personne. Je crois que c'est une gifle pour le président lui-même qui s'est il s'est donné lui-même cette gifle. Puisqu'il faut, lorsqu'on aime le Congo, lorsqu'on aime les Congolais, il faut leur donner des hommes et des femmes qui peuvent être capables. Il l'a fait avec Sami Badibanga. Les résultats, on a eu un premier ministre. Maintenant, on a encore un premier ministre mort-né. Quelle sera la suite? Comment est le rebond? Ben écoutez, moi je l'ai toujours dit, c'est au peuple de se prendre en charge tel qu'ils sont en train de le faire. Je crois que Moïse Katumbi a lancé un appel à la résistance. On a demandé au peuple de pouvoir résister et c'est ce que la population est en train de faire. Je crois que chaque fois, il y aura des journées de résistance. Comme cette journée de boycott, ou oui, que vous appelez une journée de boycott? Des résistances. C'est une journée de résistance telle que Moïse Katumbi l'a qualifiée. Et je crois que dans les jours à venir, jusqu'au 24 avril, il y aura toujours des journées de résistance où la population est appelée à résister contre l'installation d'une dictature. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Mobutu a fait la même chose, il a été chassé. Et maintenant, on nous ramène la même chose. Je pense que le résultat sera le même résultat. Et nous disons coup de chapeau. Francis Kalongo, vous êtes parlementaire congolais en exil. Vous êtes un député frondeur, vous l'avez dit. Merci d'avoir réagi à cet appel à la manifestation. Et pour aller plus loin, voici la question de notre séquence On en parle. Joseph Kabila, une stratégie à toute épreuve. Exprimez-vous sur notre page Facebook. La synthèse du débat est à suivre ce mercredi dans le journal Afrique avec Mevalo. Merci à vous. Le pape François maintient son voyage de la fin du mois en Égypte alors que le pays renoue avec l'état d'urgence. Sur place, la colère gronde chez les chrétiens un peu plus de 24 heures après un dimanche des Rameaux particulièrement sanglant. 45 personnes ont été tuées dans des attentats perpétrés dans 2 églises coptes. Samassoula. L'Égypte est en deuil, l'Égypte est en guerre contre le terrorisme. Quelques heures seulement après les attentats, le président Sisi annonce des mesures d'exception. Je déclare l'état d'urgence pour 3 mois, pour que plus jamais notre pays soit frappé de la sorte et que nos citoyens soient protégés. Un maréchal Sisi affichant sa fermeté après de nouvelles attaques qui sonnent comme un échec. Pourtant, depuis des mois, l'Égypte renforce ses troupes. Forte d'1 million d'hommes, l'armée égyptienne ne cesse de se moderniser avec notamment des navires et des avions français. Parmi les mesures d'urgence, cette armée prêtera désormais main forte à la police pour protéger les églises. Alexandrie enterrait aujourd'hui les victimes coptes fauchées hier lors de la messe. L'émotion était immense. Pour ces 5 derniers mois seulement, 71 chrétiens ont été tués sur leur lieu de culte. Cette communauté meurtrie a l'amer sentiment de revivre impuissante les mêmes scènes d'horreur. Aujourd'hui, aux larmes succède la colère. Tous ceux qui nous gouvernent et qui n'ont pas été capables d'empêcher ça hier doivent partir. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme excuse cette fois ? Des Coptes terrorisés par Daesh qui appellent à les tuer. En bref, encore un attentat contre un camp militaire à Mogadiscio. Un kamikaze s'est fait exploser dans la matinée en Somalie. Il y a au moins 3 morts. Une offensive qui intervient au lendemain d'une autre attaque à la voiture piégée contre le nouveau chef de l'armée. Une condamnation pour entrave au cortège royal, ça se passe au Maroc et les faits remontent au 22 mars dernier pendant la visite du roi Abdallah II de Jordanie. Un jeune homme avait réussi à contourner le cordon de sécurité. Il vient d'en payer le prix devant un tribunal de Rabat. 3 ans de prison. Les précisions sur place de Margot Chevance.
Il n'a fallu qu'une dizaine de secondes pour neutraliser le jeune homme qui courait vers le cortège de Mohamed VI à Rabat en mars lors du déplacement du roi Abdallah de Jordanie. Ce type d'incident arrive régulièrement lors des déplacements de Mohamed VI. Les personnes qui tentent de l'approcher le font dans la majorité des cas pour remettre une lettre au souverain racontant la précarité dans laquelle ils vivent. Ils brandissent leur carte d'identité, ils espèrent de l'aide, une intervention royale, à tel point que le ministère de l'Intérieur a dû publier en décembre dernier un communiqué précisant qu'aucun avantage n'a jamais été donné aux personnes qui ont voulu interpeller le roi pendant le passage d'un de ses cortèges. Alors il est vrai que Mohamed VI façonne l'image d'un roi accessible. Il se balade souvent seul au volant de sa voiture sans protocole, s'arrêtant même pour faire des photos avec les citoyens. Mais les peines de prison pour entrave au cortège royal restent sévères. La dernière en date, celle d'une jeune fille au chômage qui s'était jetée sous les roues de la voiture du roi. Blessée à la jambe, elle avait écopé d'1 an de prison ferme. Place maintenant à la chronique sport. Bonsoir Nicolas Georges. Bonsoir Patrice. Le marathon de Paris s'est terminé ce dimanche. Les athlètes kenyans ont de nouveau dominé cette épreuve. Ouais, c'est pas vraiment une surprise puisque le Kenya, c'est l'une des grandes nations de la discipline, tout comme l'Éthiopie, l'autre pays fort. Et pour en parler avec nous, notre invité ce soir, Yossi Gouazdoué. Bonsoir Yossi. Vous êtes d'origine éthiopienne et vous êtes vice-champion, vous êtes champion de France de semi-marathon en 2015. Comment est-ce qu'on peut expliquer la domination du Kenya et de l'Éthiopie dans l'épreuve du marathon? Alors bonsoir, oui c'est vrai qu'il y a une vraie domination de l'Éthiopie et du Kenya. Alors ça s'explique bien sûr pour les questions aussi génétiques, il y a des questions aussi géographiques, il faut savoir qu'il y a un très haut relief, c'est des très hauts reliefs en Éthiopie et au Kenya qui permet du coup des entraînements plus difficiles. Et il y a aussi économiquement, souvent c'est un moyen pour s'en sortir et donc ça pousse vraiment ces athlètes à s'entraîner, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir les meilleurs mondiaux. Alors, vous êtes justement allé en Éthiopie avec votre projet, votre association Ethiopian Project dont vous êtes le porte-parole. Vous avez été à la rencontre de ces athlètes éthiopiens, semi-professionnels, professionnels ou amateurs. On va justement écouter l'un de ces athlètes, Jetine Mele Gedanou, international éthiopien. Écoutez. Je pense que la course à pied représente à quel point nous travaillons dur. Cela fait vraiment partie de notre identité ici en Éthiopie. Moi, je cours en Europe pour avoir de l'argent pour ma famille et acheter des habits. Par exemple, j'ai déjà été à Beauvais, Nice ou Marseille en France, ou encore en Espagne ou au Portugal. Beaucoup d'autres athlètes n'ont pas cette chance de vivre de l'athlétisme. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Par exemple, ils n'ont pas de chaussures pour s'entraîner. En Éthiopie, les chaussures coûtent 120 €. Donc pour les athlètes, s'entraîner dans de bonnes conditions pour faire des performances est difficile. Voilà, le marathon, donc un mode de vie, une identité, c'est vraiment quelque chose qui englobe tous ces athlètes. Qu'est-ce qui vous a surpris sur place quand vous êtes allé sur place? Les conditions peut-être d'entraînement, le fonctionnement? Bien sûr, les conditions d'entraînement, elles sont très dures. C'est souvent des gens qui, à côté, doivent travailler, par exemple, à la ferme, des choses comme ça. Donc, ils sont dans des conditions très difficiles. Et il y a aussi, tout simplement, leur détermination. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en eux. Ils ont cette volonté de réussir, cette volonté de copier les grands championnats olympiques. C'est une porte de sortie? Oui, effectivement, économique, clairement, ça permet de voyager, ça permet tout simplement de gagner mieux que ce que pourrait rapporter des revenus d'une ferme. Donc, il y a vraiment ces côtés-là et c'est ça, ils sont déterminés au quotidien de réussir, même si voilà, la marche est très haute pour certains, ils vont s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, pour faire partie des meilleurs. Moi, sur le terrain, qu'est-ce que fait votre association? Quels sont les objectifs dans les mois et les années à venir de votre association? Alors du coup, le premier objectif a été du coup de se rendre compte, d'essayer de comprendre leurs conditions d'entraînement. Et donc là, nous allons mettre en place des stages d'entraînement, alors que ce soit du coup des Français sportifs de haut niveau, mais aussi des coureurs, des joggeurs, comme ceux qui ont eu au marathon de Paris, pour venir en Éthiopie, découvrir le pays. Et du coup, les bénéfices sont redonnés pour aider les Éthiopiens, tout simplement. Les coureurs pour leur acheter par exemple des chaussures, comme on a dit, leur faciliter leur venue pour aller courir en Europe sur des courses, leur faciliter leur logement aussi en Europe. Donc il y a cette volonté de réellement créer un lien entre ces athlètes éthiopiens qui souhaitent un meilleur avenir économique et ces coureurs français de haut et de bon niveau qui veulent tout simplement découvrir ce beau pays. Et oui, je dis, Gouazdoué, est-ce que c'est une manière de structurer un peu mieux le fonctionnement de la course en Éthiopie? Je
Je pense que ce serait prétentieux de dire ça. Et le fonctionnement est quand même très bon. Ils ont en plus déjà des résultats. Voilà, ils ont un système de détection qui est très très fort, qui est très bon au niveau scolaire. Ils ont quand même une fédération qui fonctionne très bien. Par contre, voilà, pour le niveau un peu moyen, parce que là on parle souvent des médaillistes, et ce niveau moyen, ils n'ont pas nécessairement tous les moyens pour réussir. Donc nous, voilà, c'est ce niveau-là qu'on va essayer de faire pour que ces gens-là deviennent pas nécessairement champions olympiques, mais du coup puissent vivre de leur passion. Et c'est pour qu'ils soient encore plus forts en fait. Oui, aussi, mais c'est surtout voilà pour que chacun là-bas puisse vivre de leur passion, comme nous athlètes français, on peut vivre de notre passion. C'est leur donner cette opportunité. Dans une logique de loisir alors, c'est ça aussi. De loisir, jusqu'à là, on est quand même sur du professionnel. C'est des gens qui vont s'entraîner, ce que je dis, qui font presque 200 km à la semaine en entraînement. Donc vous imaginez l'investissement. Donc voilà, c'est leur permettre d'avoir une vie de famille, éventuellement de travailler à côté, et surtout de pouvoir vivre et voyager grâce à l'athlétisme et découvrir le monde. Nicolas. Donc c'est vraiment ça l'objectif de notre... Ouais, là on va voir des images d'un stade où des athlètes sont en train de courir. Mais on a vu juste avant des images que vous avez tournées là-bas où ils sont dans la forêt, où ils sont sur la place principale de la capitale. Ce qui est étonnant, c'est de se dire qu'il y a peu de structures finalement sportives là-bas, et le moindre bout de rue, le moindre bout de forêt, c'est un stade d'entraînement pour eux. Exactement. Alors les stades, il y en a très peu. Ils sont souvent réservés à une élite. Et voilà, pour ces coureurs moyens, il y a peu d'endroits. Donc voilà, ils vont sur la place de Mescalquer, qui est très connue, à 5h du matin. Vous verrez tous ces Éthiopiens courir par milliers, par centaines. Et donc il y a vraiment ce côté-là. Et dans les forêts, alors là on a vu Addis Abeba, mais on peut voir à Bégoji comme ici, où ils font du travail de PPG. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que vous voyez, ils sont en groupe. Ils sont tout le temps en groupe. Alors contrairement à nous en France, où on va un peu courir de notre manière tout seul, et ben là il y a toujours un travail de groupe. C'est vraiment une force solidaire, et c'est ça que eux peuvent nous transmettre aussi en retour, ce travail vraiment à plusieurs, et voilà, d'entraide. Et donc c'est ça que nous on veut ramener en France, en les aidant et en développant du coup leur mode d'entraînement. On parlait d'un mode de vie, c'est presque une religion en fait. Oui, dans le sens où faute de faire ses 5 prières par jour, il va faire ses 2 entraînements. Il va aussi, toute sa diététique va être basée dessus, tout son mode de vie à côté, ses relations sociales vont être aussi. Tu vois, donc c'est réellement un mode de vie. C'est c'est un art de vivre, et qui, je pense, rend les Éthiopiens alors bon, bien sûr au niveau de l'État, mais je pense que ça rend aussi les Éthiopiens ouverts, ça rend humbles, et donc voilà, ça permet à l'harmonie de la société. Et voilà, donc c'est pour ça que nous on promeut vraiment l'athlétisme en Éthiopie et en France. Merci beaucoup, Yossi Goasdoué. Je rappelle donc le nom de votre association, Ethiopian Project. Exactement. Alors, il y a une page Facebook où on peut justement avoir un maximum d'informations sur votre travail. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, et nous, on relayera, et on essaiera du coup de développer et de réellement construire une relation durable du coup entre les athlètes français. Bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Nicolas. Voilà, c'est tout pour le Journal Afrique de ce soir. Il sera en ligne dans quelques minutes sur notre site internet et sur Facebook. À demain.